Pierre Guillaume, je suis Product Manager chez GetWatcher, ce qui signifie globalement que j'ai un pied, enfin j'ai 3 pieds, on va dire ça comme ça. J'en ai un avec les forces de vente en support, promotion qui va avoir plus un rôle de product marketing, on va dire. Le volet manager, je l'ai avec nos équipes de dev, de notre côté, pour faire la transition entre le besoin et le développement, pour qu'on fit à la fin. Et puis j'ai une troisième patte qui est sur l'innovation, avec notamment Philippe Gillet, l'un de nos 2 fondateurs chez GetWatcher, et puis des acteurs de la R&D chez nous, avec un des représentants qui est Greg dans la salle. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu le pédigré. Moi j'ai un profil réseau à la base, j'ai pas fait que de la cyber, je suis retombé, j'ai envie de dire ça comme ça, dans la cyber. Comment j'ai partagé en fait cette présentation aujourd'hui? Tout d'abord, le premier challenge. Moi j'aime bien, enfin on aime bien comme ça, en plus chez GetWatcher travailler comme ça. Je vous ai remis deux éléments qui sont partagés aujourd'hui par Gartner et Forrester au sujet des assistants GenAI dans le monde de la cyber notamment. Le premier pur cyber par Gartner qui est assez récent et Forrester qui est plus global au niveau de l'approche agentique et des usages de la GenAI. Moi ce qui m'a choqué finalement quand j'ai vu ces papiers sortir, c'est les dates. 2028 pour Gartner, on est carrément sur de 2032 pour Forrester. Moi le challenge aujourd'hui, il est surtout de vous montrer qu'on peut y aller beaucoup plus vite en fait. Et je pense que j'ai des gens qui sont assez convaincus dans la salle de la valeur de la GenAI et que par les démonstrations que je vais vous faire ou les vidéos que je vais utiliser pour vous montrer ce que nous on fait avec la GenAI au travers de Gaia, bah finalement 2028-2032, moi je vous dis qu'aujourd'hui nous, on va l'implémenter chez nos clients courant 2025. Donc on va être bien plus rapide que ça au regard de l'adoption de cette technologie qui a été ultra rapide. Avant d'aller plus loin, est-ce que je peux savoir ou avoir une idée comme ça des gens dans la salle qui ont une idée de la cyber, de ce que c'est que la cyber, qui travaillent dans la cyber, qui touchent à la cyber, etc. Ok. Un petit 80-20, on va dire, donc 20 côté cyber, puis 80 côté GenAI. Super. Alors, déjà, je devais forcément commencer un petit peu par l'activité de GetWatcher, que vous compreniez un petit peu d'où on vient, et que finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA chez GetWatcher, c'est by design et c'est dès la naissance. Pourquoi? Parce que notre premier produit et les premières solutions qu'on fait, c'est le NDR. NDR, ça veut dire Network Detection and Response, c'est-à-dire qu'on va utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle semi-supervisés, supervisés, pour faire de la détection de menaces sur les réseaux d'entreprise. Si je devais synthétiser aujourd'hui, on va aller capter les communications sur les réseaux des entreprises, sur différents points, dans leur data center, dans leur cloud, etc. Ce flux-là, on va l'analyser. Et de cette analyse, on va en déduire la présence ou la suspicion d'infection, de compromission des réseaux. On a une deuxième activité, et c'est le cœur de métier de Greg qui est présent, c'est la CTI. CTI, ça veut dire Cyber Threat Intelligence. Ça me permet ici de mettre un point important en avant, c'est que quand on parle d'intelligence ou d'IA en anglais, le intelligence en français, c'est un faux ami pour moi, c'est-à-dire que c'est renseignement. Et ce renseignement prend tout son sens quand on parle de CTI. CTI, c'est des renseignements sur les menaces. Voilà, donc c'est une de nos deuxièmes activités qui consiste, si je devais schématiser une nouvelle fois, à aller scraper un peu partout sur le web et récupérer tout ce qui peut être intéressant en termes d'informations sur les menaces, de le consolider. Dans les deux produits, sous les deux volets, on utilise déjà donc l'IA pour traiter cet ensemble de data qu'on va collecter. Parce que quand je parle de Network Detection and Response, on prend toute l'information que vous transmettez sur le réseau. Il n'y a pas de je prends la layer 2, machin truc. Non, on prend tout, on analyse le paquet en complet. Qu'il soit chiffré, déchiffré, on va faire l'ensemble. Et ça va aussi avoir son importance, c'est pour ça que je signale. On fait cet exercice-là historiquement dans des environnements qui sont très sensibles. C'est notre cœur de métier historique. Maintenant, on intervient sur des environnements moins sensibles, mais c'est important à savoir parce que ça nous apporte dans nos réflexions, dans nos développements des contraintes, pour prendre en compte ces éléments-là. Et on va voir que ça va avoir un impact fort sur l'usage de la GenAI, notamment pour ces clients-là, mais plus globalement, c'est aussi pour moi l'occasion d'évangéliser, de sensibiliser sur certains points. Et puis, c'est aussi l'habitude que l'on a de traiter un gros volume d'informations que seul l'humain, c'est fini. Il n'y arrivera pas. Donc on est obligé d'avoir cette réflexion systématique, de voir comment est-ce qu'on consolide, comment on utilise cette data pour ressortir une information importante pour ses clients. Deuxième élément important à prendre en compte aussi dans la cyber,
Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on est dans une cybercrise permanente. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas une information d'un leak, une entreprise qui s'est fait avoir. On parlait de Free, je vais dire que ça s'est dégonflé. On parle déjà d'Intermarché qui s'est fait gaufrer hier. Enfin bon, c'est en permanence et on ne parle que des leaks finalement. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres menaces derrière ou d'activités de compromission qui ne sont pas forcément rendues publiques, mais qui sont bien là. Et ça, il faut bien garder en tête que c'est synonyme d'une fragilité persistante des défenses, des systèmes de défense. Exemple, les CVE, les vulnérabilités, il y en a tous les vendredis, il y en a très régulièrement. Patcher ces CVE à l'heure ou dans les jours, c'est très compliqué. On est encore sur des vulnérabilités de 2017-2018 qui sont exploitées. Bref, les défenses dans les entreprises sont poreuses. Maintenant, nous, on travaille dans une approche qu'on appelle Zero Trust, c'est-à-dire on ne fait confiance en personne et on développe dans cet esprit-là, on implémente nos solutions dans cette approche-là, et ça doit devenir, et ça devient systématiquement le cas pour nous. Si on revient sur cette fragilité, elle est diverse. Il y a plein de raisons à cette fragilité-là, que ce soit de par la quantité d'incidents, la quantité d'outils à maîtriser. Je vous ai mis ici, vous avez une cartographie en date de 2023 de toutes les solutions cyber qui existent. Elle fait souvent sourire, moi aussi. Alors, quand on regarde, il y en a qui sont répétés à différents endroits parce que c'est des acteurs qui interviennent sur différents volets, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, un analyste, un expert en cybersécurité qui va faire de l'investigation, à minima, il va devoir retrouver, allez, on estime entre 12 et 45 outils à maîtriser pour arriver à faire une investigation cyber. Donc je vous laisse imaginer très rapidement la difficulté et la complexité de maîtriser tous ces outils-là. Ensuite, vient également, de facto, c'est la capacité. Alors nous, on dit souvent qu'on est en manque de ressources, d'experts. Il y a des cycles de formation qui sont là pour ça, c'est génial. Et puis les régions, et notamment sur Rennes, font un travail qui est magnifique pour arriver à former ces jeunes-là. On en prend beaucoup en alternance, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Parce que nous, l'objectif de nos clients, c'est de réduire ce qu'on appelle le MTTD ou le MTTR. MTTD, c'est Mean Time to Detect, c'est-à-dire le temps moyen de détection d'une menace, c'est-à-dire combien de temps on va mettre pour détecter un intrus qui a réussi à compromettre une partie et le plus tôt possible. Et le MTTR, c'est le Mean Time to Remediate, c'est-à-dire c'est le temps moyen pour le foutre dehors. Et se dire, là, on est propre, il n'est plus là, l'infection, elle est terminée. Et c'est également, en cyber, c'est avoir cette capacité de gestion de crise. Je disais qu'on était en crise permanente. Une gestion de crise, ça se prépare avant la crise, ça se vit et ça se partage. C'est ça qui a aussi beaucoup changé sur ces dernières années, c'est que ça commence à beaucoup se partager. On a beaucoup de rétex de différents RSSI, donc des responsables sécurité qui font ce partage-là. C'est aussi important parce que systématiquement dans ces gestions de crise, on observe des problématiques liées à la gestion de l'impact et à la coordination pendant ces crises-là. L'impact, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un incident de sécurité ou une intrusion, l'objectif, il n'est pas de faire un shutdown de tout le SI de l'entreprise. Sinon, l'entreprise, ça ne sert à rien de travailler. L'objectif, c'est d'arriver à identifier les points d'accès que va utiliser l'attaquant et de minimiser au maximum l'impact. Et ça, forcément, ça implique une partie de coordination parce qu'aujourd'hui, on a des SI qui sont compliqués, des organisations qui sont compliquées. On doit pouvoir intervenir partout. Ça, c'était un peu mon introduction pour donner un petit peu le monde cyber et ce qui a fait que, il y a 3-4 ans chez Gatewatcher, on s'est dit non, il faut qu'on repense en fait notre manière de faire de la cyber. Il faut qu'on arrive à combiner les efforts humains et les connaissances humaines pour proposer une nouvelle expérience. Et là, boum, arrive OpenAI, ChatGPT, les LLM. Il y a quelques mois de décalage. Et puis, on se dit, là, on a une opportunité. On a tout de suite mis des gens qui faisaient de l'IA chez nous dessus, qui sont emparés du sujet, à leurs heures personnelles aussi, pour certains. Et puis, on s'est mis à phosphorer autour de la GenAI, ce qui a fini par aboutir aujourd'hui, vous verrez que j'ai des vidéos qui datent déjà de décembre de l'année dernière, à ce qu'on appelle chez nous Gaia, donc Gatewatcher AI Assistant, qui est donc un assistant basé sur des GenAI.
centré ou focalisé sur les problématiques de cyber, entre autres. Pas que, on verra qu'on peut l'utiliser potentiellement pour autre chose. Et qui est aujourd'hui utilisé par nos propres équipes, et puis qui débute maintenant à être implémenté et utilisé chez nos clients. Avant de passer sur les démos, il y a deux, trois notions absolument qui nous paraissent pour nous primordiales et qu'on doit garder en tête quand on travaille sur un assistant de GenAI. Le premier sujet, c'est la contextualisation. C'est quand nous, on a commencé à faire ce travail très prospectif, avec des clients qui ont ouvert les vannes, qui ont dit « Ok, ChatGPT, allez, on y va, on balance des documents privés et puis, ou de l'information de l'entreprise, et puis on lui demande de faire une synthèse. Super, j'ai la synthèse 10 minutes, sauf que le document, il est parti ailleurs. » Nous, on a des éléments qui nous font penser ou qui nous assurent même que le fait de faire partir le document, c'est déjà un gros problème. Donc on a réfléchi à une approche qui nous permettait, donc, au travers de Gaia, de garantir un usage et une création de contexte qui permettent à la fois d'aller chercher des informations publiques, des informations semi-privées et des informations privées. Alors pour ça, pour arriver à expliciter tout ça, j'ai fait un petit schéma assez simple en disant, et ça c'est la deuxième notion que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que associé à cette contextualisation et cette notion de public, semi-privé et privé, venait aussi la problématique de l'orchestration. Et ça, nous, on l'avait pensé avant même que côté OpenAI, ça soit développé. Et on voyait qu'il y avait l'utilité de faire ce travail d'orchestration si on voulait vraiment arriver à faire ce découpage, en fait, et permettre à l'utilisateur, au travers d'une simple et une unique question, de se dire, je vais pouvoir, dans un même contexte, aller poser des questions, ou en tout cas utiliser ce qui peut être disponible sur Internet, ce qui est aussi disponible à mon niveau au regard d'un partenaire, et ça va être le semi-privé, et mes données propres, mes procédures, mon organisation, ma propriété intellectuelle, etc. Donc finalement, cette notion d'orchestration, aujourd'hui, chez nous, elle est de dire que Gaia, quand on va lui poser une question, elle va d'abord aller chercher sur Internet. Elle va aller chercher ce qui est public, elle va aller chercher des informations qui sont globales, des informations sur une régulation. J'ai mis cet exemple-là parce que côté cyber, en ce moment, on a NIS2 qui parle beaucoup, puis il y a DORA qui arrive en janvier. Donc elle va aller chercher les documents officiels, faire une synthèse, savoir un peu ce qui va sortir de tout ça. Ensuite, elle va s'appuyer sur les données semi-privées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si je prends DORA, il y a ce qu'on connaît de la législation autour de tout ça, et puis les banques et les assurances qui sont impactées par cette législation-là ont déjà en interne commencé à travailler sur ces problématiques-là et à établir des règles. Des règles qui leur sont propres, ça va être le privé, mais des règles qui sont aussi au regard de leurs partenaires technologiques ou de leurs partenaires bancaires. Et dernier point, donc c'est le privé. Donc on voit bien que tout ça, pour l'utilisateur, ça va être complètement transparent au niveau de son usage de l'assistant. C'est l'assistant lui-même et c'est l'orchestration et les mécaniques que nous on a mis en back-end, ce qui vont faire qu'on va d'abord aller chercher le public, le semi-privé et le privé. Si, ça c'est important aussi, on a fait ce travail en reverse, c'est de se dire, l'utilisateur il va avoir besoin de la consolidation globale et potentiellement dans l'orchestration, pour être plus pertinent au niveau du public, on va nécessairement avoir besoin d'informations qui sont issues de son environnement privé. Et bien là, on a mis en place tous les mécanismes qui permettent d'anonymiser l'information avant d'aller l'utiliser pour la shooter en public. Ce qui garantit à l'utilisateur qu'il travaille bien avec un contexte global qui exploite la globalité de la connaissance des renseignements sans pour autant prendre le risque de divulguer à l'extérieur de l'entreprise certains éléments. Donc on a vu ici segmentation, enfin on a vu la contextualisation et puis un début de la segmentation qui est basé sur l'orchestration, mais ce n'était pas suffisant. Parce que Gaia, là jusqu'à maintenant, je vous ai montré qu'un seul utilisateur. On va voir ici, avec plusieurs utilisateurs. J'imagine Paul qui va faire une requête, et puis Paul il travaille dans le domaine A, un métier A dans une entreprise. Il est directeur d'agence bancaire. Une nouvelle fois, il va faire Paul, ouais. Il va, une nouvelle fois, comme je disais tout à l'heure, avec l'orchestration, public, semi-privé, privé. Jusque-là, pas de souci, on est sur le même schéma qu'avant. Mais il est le directeur de l'agence, mais à côté de ça, il a aussi son conseiller bancaire, Dominique.
Dominique, lui, il est conseiller bancaire sur un domaine un peu particulier, donc il a aussi le domaine B en termes de métier. Et bien lui, cette fois, il va pouvoir requêter, et il va pouvoir exploiter pleinement les informations publiques, le semi-privé qu'il a en commun, en similaire avec Paul, et les éléments semi-privés qui sont propres aussi au domaine B. Et on voit que d'un point de vue privé, on crée deux environnements qui sont vraiment distincts, et que les informations privées de Paul et de Dominique sont totalement isolées l'une de l'autre. C'est-à-dire que l'information et le contexte qui va être utilisé pour Paul ne sera pas du tout le même, et on garantit ça aussi par la gestion des autorisations. C'est-à-dire que ce travail de découpage et de segmentation au niveau du contexte, ce n'est pas nous qui le portons de côté Gaïa, c'est le client, de par la manière dont il s'authentifie et qui va utiliser son assistant, qui va automatiquement, ou je dirais automagiquement pour le client, qui va utiliser ce type de mécanique-là. Ça va être uniquement vis-à-vis de l'authentification et de l'instance et du compte qui va être créé pour Paul ou pour Dominique. J'en ai mis un troisième pour le fun, Iris, parce que je ne voulais pas me mettre la jante féminine sur le dos. Là, Iris, elle travaille avec Dom sur un sujet B, et on voit bien que Iris va bénéficier du semi-privé similaire à B. J'utilise le terme similaire, c'est-à-dire que ce n'est pas le même environnement, c'est-à-dire que les données ne sont pas partagées au sens on a un fichier qui est partagé, c'est vraiment on s'occupe et on a pris nous à notre charge de quand Dom va vouloir compléter son environnement semi-privé, on va prendre ce document-là et comme il est associé à cet environnement ou à cette typologie de données semi-privées, va être également répercuté ou recopié, je vais dire ça comme ça, pour Iris. Comme ça, les deux bénéficient des mêmes informations. Donc ça, pour nous, c'est crucial parce que ça répondait à des problématiques qu'on avait à chaque fois quand on a fait notre prospection, qui était de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle et la générative au travers d'un assistant en respectant mes droits d'accès. Je vous ai donné l'exemple du responsable d'agence avec son conseiller, mais dans une banque, il y a aussi des trailers, etc. etc. Ben, tous ces gens-là, on pourrait imaginer qu'avec Gaïa, ils pourraient vraiment travailler sur la base de leurs accès actuels et de leur rôle actuel. Hein. Il n'y a pas d'impact côté entreprise. On se calque en fait sur leur modèle et sur l'intégrité des données, qui est vraiment pour nous crucial, de pouvoir vraiment garantir qu'on travaille sur des données sur lesquelles on a les droits de travailler ou le droit d'en connaître. Absolument. Donc ça, c'était important parce que voilà, ça représentait, je vous ai remis ici un peu les six piliers à chaque fois qu'on travaillait avec des clients en prospection. Les questions qui nous revenaient systématiquement sur la notion des modèles, savoir où ils sont localisés, parce que les premiers qui sont mis à ouvrir complètement les vannes, OpenAI et compagnie, ouais, où ça part, à quoi ça sert. La qualité est également un des sujets. La notion de sécurité, donc ça, la sécurité, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, mais il y a un gros sujet aujourd'hui. Il y a des équipes, je vais dire entières en France, qui travaillent vraiment à la sécurité même des LLM. C'est passionnant, il y a des super sujets à traiter, ça va bien au-delà des sujets de l'hallucination, etc. L'explicabilité, alors ça c'est quelque chose sur lequel, quand on partage ces éléments-là, alors c'est pour ça qu'il y en a une partie qui est en anglais, une partie qui est en français, c'est qu'on les partage aussi alors à la fois avec les analystes, etc., pour partager notre vision et leur expliquer là où on va. L'explicabilité, c'est clé, en fait. Aujourd'hui, nous on est face à des gens qui nous disent c'est bien GenAI, mais je veux comprendre en fait. Je veux comprendre un minimum ce que vous allez faire de mes informations. Comment vous allez les utiliser, est-ce qu'elles sont chez vous, pas chez vous, la qualité des réponses, comment vous me garantissez, je ne veux pas passer mon temps à mettre un pouce bleu, un pouce noir si le truc il est bon ou il n'est pas bon. Non, mon métier c'est de faire de l'analyse du forensique cyber, c'est pas d'implémenter ou d'intégrer des solutions cyber, de gérer des problèmes cyber, c'est pas de vous dire si votre outil il marche bien ou il marche mal. Donc l'explicabilité c'était clé et on y a passé beaucoup de temps. Ensuite il y avait la notion de la complexité. Et là, je vais un peu aller à l'encontre de ce qui a pu être dit à l'inverse, et je reviendrai dessus par la suite. La notion de complexité, nous, on l'a vu en fait avec une grosse problématique. Je vous ai dit qu'au début, on faisait du NDR et de la CTI. Aujourd'hui, Gaïa, il vit tout seul.
Il vit tout seul. On n'a absolument pas voulu l'intégrer au cœur même de nos produits, jusque dans l'interface, parce que ça nous donnait des limitations. Alors non pas par rapport à nos produits en tant que tels, mais par rapport justement à cette gestion du contexte que j'ai évoqué avant, de la segmentation, etc. Et puis, par rapport à la problématique, et puis le super landscape là, que je vous montrais des solutions cyber, ça serait se pervertir et aller dans le sens de dire un outil, un agent cyber. Alors qu'aujourd'hui, on parle de rationalisation des outils cyber. Alors, aller dans cette direction-là, ça nous paraissait complètement hors scope. Donc, Gaia vit tout seul. En termes techno, enfin, d'un point de vue techno, c'est un simple plugin Chrome aujourd'hui. Donc, vous l'installez, tout le monde peut l'utiliser. Je vais dire ça comme ça. Alors, il faut un compte, etc. Mais ce n'est qu'un plugin Chrome à installer sur un PC. Ni plus ni moins. Login, mot de passe, boum. Donc, quelque chose de très simple à utiliser, qui ne vienne pas non plus bouffer des ressources en local, etc. Alors qu'on verra, quand on parlait tout à l'heure de l'environnement privé ou du contexte privé, ça c'est quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui, on est en train de finaliser, c'est pour amener le LLM qui est questionné en fait en local, directement chez le client. Et du coup, bénéficier à la fois d'un LLM public et d'être agnostique, alors sans aller trop loin dans le détail. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, on s'est basé sur OpenAI, mais toute l'application, elle est faite pour être complètement agnostique. Donc si demain c'est autre chose, du cloud, du je ne sais quoi, ça passera. Et après, l'objectif, c'est d'aller très vite aussi sur le local, justement pour garantir 100% la partie contextualisation privée. Puis après, les deux sujets techniques, régulation, qui sont à peu près logiques. Alors régulation, c'est aussi un peu en avance de phase avec tout ce qui est en train d'être fait au niveau européen. Les gens regardent parce qu'on est, nous, sur des métiers qui sont hyper régulés et que systématiquement, même si la technologie elle est nouvelle, ça reste dans leur tablette et on est obligé de réfléchir à ces sujets-là avant même que d'un point de vue réglementaire, ça n'existe. De là, finalement, on est arrivé sur des gros sujets d'usage. Parce que finalement, comme je disais tout à l'heure, l'objectif pour un analyste, c'est d'utiliser, de faire de l'investigation cyber et puis d'utiliser Gaia pour quelque chose. Et une nouvelle fois, on a essayé de synthétiser ça sur 6 volets. Donc au niveau du SOC, pour ceux qui ne viennent pas de la cyber, c'est Security Operations Center. Donc je vais dire, c'est le call center de la cyber. Je suis désolé si j'essaie de vulgariser, hein, je ne dénigre pas, j'adore ces gens-là, ils sont très compétents. L'enrichissement opérationnel, on verra comment utiliser les notions de... J'aurai quelques éléments de démo là-dessus. L'orchestration, la remédiation, donc là on va être vraiment sur la réponse en tant que telle, hein, l'incident cyber. Et puis tout le volet un peu plus opérationnel à droite avec l'assistana en tant que tel sur la configuration. On a beaucoup d'outils, à chaque fois configurer ça peut être long. Et puis une politique de sécurité, il y a aussi ça qu'il faut bien voir, c'est qu'elle est valable le matin mais elle est potentiellement plus valable le soir. Donc on est obligé de passer et repasser en permanence. Le reporting aussi, c'est important parce que d'un point de vue des dirigeants, on en a beaucoup quand même, hein, qui ne sont pas forcément familiers avec la cyber sans être méchants une nouvelle fois, mais qui ont besoin de savoir dans quel état, d'un point de vue cyber, se trouve leur système d'information. C'est de pouvoir utiliser Gaia pour faire ce reporting-là. Et puis au-delà de ça, en fait, nous on s'est rendu compte, fun fact rapide, quand on a commencé à l'utiliser, en fait, on s'est rendu compte que comme on obtient une télémétrie de l'usage, on voit des équipes ou des documents qui sont plus ou moins utilisés pour la création du contexte et qui permet en fait à une entreprise de dire, ce document-là, il lui manque de l'information ou il ne sert à rien, on poubellise. Et de la même façon sur les capacités, enfin sur l'expertise humaine, de se dire tiens, j'ai toute une équipe entière là qui pose systématiquement la même question, je vais peut-être les envoyer en formation chez un tel, parce que je vais gagner du temps. Et ça, c'est des choses, nous, alors, on ne l'avait pas forcément vu venir, mais la télémétrie nous permet de faire aussi ce type de reporting. Et puis après, l'assistant opérationnel, ça, je vais le montrer en démonstration. Voilà globalement comment on a avancé sur Gaia. L'objectif maintenant pour moi, il est de vous montrer, alors j'espère que je vais y arriver à les lancer ici, ouais, de vous montrer un peu quelques vraiment des cas d'usage. Alors celui-ci est pur opérationnel. En fait, on va demander à Gaia de nous aider à configurer notre NDR. Donc vous avez ici hein, la partie gestion du RAG avec la partie des documents qu'on a uploadés. Vous avez vu qu'ici, j'ai la documentation. Alors GCAP, GCenter chez nous, c'est deux composants de la solution. Et puis, ces deux solutions-là, elles doivent discuter entre eux. On doit arriver à les pairer à travers le réseau. Et
je vais prendre le bon rôle, je ne sais pas faire. Je vais poser la question à Gaïa, elle va m'expliquer step by step, et puis elle va nous dire dans quel document elle a trouvé l'information, et puis on peut directement les consulter. Après, je vais rentrer un peu plus dans le dur, je vais dire, ouais, bon, le MTU, là, il ne matche pas entre mes deux composants, qu'est-ce que je peux faire? Et elle va comme ça, continuer à vous donner l'information, et vous allez pouvoir agir sur votre configuration. Alors, on va avoir, et j'anticipe un petit peu par la suite, en fait, chez nous, tous les développements, tout ce qu'on va faire d'un point de vue développement, tout est APIsé. Et en fait, on a, à travers de Gaïa, aussi implémenté tout un système de tooling qui nous permet directement d'aller taper nos API. Donc, j'aurais pu très bien, et on verra par la suite sur une autre problématique, demander à la Gaïa directement, fais-moi cette modif de configuration sur mon outil. Elle l'aurait fait, sans aucun souci, ça aurait très bien fonctionné. Donc ça, c'est quelque chose qui est, je vais dire, assez simple, de la configuration opérationnelle, qui vient aider et assister l'analyste. Le deuxième volet, là, est un peu plus touchy, c'est l'investigation, c'est l'aide à l'investigation. Donc une nouvelle fois, vous avez ici notre NDR, la liste d'alertes. Ce sont des plateformes de démo, ce ne sont pas des alertes officielles. Hein. Ça ne sert à rien d'essayer de chercher des informations, etc. J'ai pris juste un descriptif et puis je vais demander à Gaïa, aide-moi à comprendre ce truc-là, parce que, alors, comme j'ai dit, hein, moi je suis revenu à la cyber. Il y a des fois, les alertes, quand je vois les informations, je fais ouh, je ne comprends pas forcément. Et la même chose, on va juste lui mettre la description et puis elle va nous renvoyer ce qu'elle a pu trouver sur Internet de lié à cette description-là. Donc ça, c'est aussi un élément nous, on commence à prendre de plus en plus conscience, c'est que plus on va utiliser une information en source, plus finalement les informations vont être hyper pertinentes par rapport à ce qu'elles nous renvoient. Et justement, cette consolidation de la contextualisation. Donc là, après, je vais prendre une deuxième, alors NBA, qui est un moteur de détection chez nous, qui est un peu plus complet, qui va détecter des mouvements, notamment des mouvements latéraux au sein des réseaux. Et la même chose, je vais lui demander de m'expliquer qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Je ne veux pas aller me taper, me farcir tout. Je vous disais, hein, nous on analyse tous les réseaux, c'est-à-dire qu'on a tous les bits du trafic. Je ne veux pas me rentrer là-dedans. Non, explique-moi ce qui se passe, donne-moi des préconisations, etc. Et elle va nous donner l'intégralité des éléments. Je vais laisser le dernier parce que le dernier il est encore plus frappant. Je vais aller chercher ce qu'on appelle chez nous une attaque, une détection shellcode. Alors shellcode, c'est quoi? C'est un shellcode qu'on va arriver à décoder. On va prendre le Xdump et je vais carrément balancer à Gaïa le Xdump. Alors moi, ça, je ne sais pas lire. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui savent lire. Moi, ça, je ne sais pas lire. Par contre, je sais que ça fait quelque chose potentiellement sur la machine sur laquelle le shellcode est arrivé. Donc là, et si nous, ça sonne, ça veut dire qu'on a notre moteur de détection soupçonne qu'il s'est passé quelque chose dans le shellcode, ou en tout cas qu'il y a des choses potentiellement malicieuses. Et bien Gaïa va reprendre tout le shellcode, et quasiment ligne par ligne, elle va vous expliquer ce qui s'est passé, ce qu'elle identifie comme quelque chose de potentiellement malicieux, et puis à la fin, vous allez voir qu'elle va vous en faire une synthèse. Et là-dessus, finalement, l'analyste, il peut commencer vraiment à travailler et à avoir ce que moi j'appelle la conviction de quelque chose de malicieux. Et une fois de plus, vous pouvez aller après chercher les références, etc. Il y en a une qui est un peu plus rigolote encore ici. Moi, je l'aime bien, je l'appelle celle du... Moi, c'est celle du vendredi. Vendredi, c'est Fortinet pour moi. C'est-à-dire que c'est la CVE Fortinet. Alors ça, en l'occurrence, on en a encore une. Date de 2023, donc vous voyez qu'elle n'est pas forcément très jeune. Mais tous les vendredis, moi, il faut que je sache ce que je dois faire, en fait, en termes de détection, qu'est-ce que je dois mettre à jour. Je ne vais pas me galérer, je ne vais pas chercher, je demande à Gaïa, qu'est-ce que tu connais publiquement sur cette CVE-là? Trouve-moi des articles, je regarde, au moins j'ai un peu de culture, ça me permet moi de monter en compétences, et puis si des clients m'en parlent, etc., j'ai l'information. Et puis vous allez voir qu'à la fin, je vais carrément dire à Gaïa, bon, tu ne peux pas me sortir la règle de détection, là? Comme ça, je la copie-colle, et une fois de plus, aujourd'hui, je le copie-colle. Non, aujourd'hui, nous, pousse-la moi dans ma configuration. Boum. Et vous allez voir, donc, sur Ekata, c'est le modèle de détection d'un de nos moteurs qui s'appelle Sigflow. Et vous allez voir qu'elle va nous sortir la règle de détection qui est ici. Testée, validée. Hein. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de faute d'écriture. On pourrait la pousser aujourd'hui totalement, et puis elle vous explique ce que fait exactement la règle de détection. Donc ça, aujourd'hui, ce sont des actions qui potentiellement peuvent être assez longues et puis qui nécessitent une certaine expertise parce que
aller arriver à faire la règle sur Ekata comme ça. Vous pourrez demander à Greg après. Je pense que à la volée, c'est quand même assez compliqué. Là, ça m'a pris 2 minutes. La CVE, elle est, je veux dire, protégée en tant que telle. J'aime bien celle-ci parce que ça couvre aussi notre dernier volet d'activité. Alors, il y a des choses qui vont être floutées parce que c'est sur de la prod pour le coup là. Je disais qu'on faisait de la CTI, des renseignements cyber. On scrape, etc. Nous, on a une application, un service qui s'appelle Identity Intelligence, qui va vérifier que pour une entreprise, donc pour un nom de domaine particulier, il y a eu des fuites ou non de données, d'adresses mail de collaborateurs. Donc là, j'ai juste laissé le début, c'est pour vous montrer un peu comment nous, on configure la notion de tool. Alors la notion de tool hein, sur Gaia, c'est vous prenez le Swagger, le JSON du Swagger, vous l'uploadez, il est directement analysé par Gaia, qui vous ressort toute la configuration, on va le voir après, tout ce qui va être les commandes GET, etc. Et vous n'avez plus qu'à configurer vos droits d'accès, hein, donc le volet API, API, proxy, etc. Donc voilà, là c'est masqué parce qu'on passe sur des environnements de prod. Et puis vos proxys à l'occasion. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que ce jour-là, moi j'allais chez un client. Alors je le fais pas toujours honnêtement, mais celui-ci, voilà, j'avais le temps, je l'ai fait. Je me suis dit, tiens, je vais regarder avant d'aller chez le client, je vais regarder si sur son domaine, il n'y a pas eu des choses. C'est, je vais dire, de la bonne volonté de ma part, pas du tout une volonté de stresser le client. C'est plus une histoire de voir un peu ce à quoi je m'attends. Et puis, ces données-là, elles sont pas, enfin, d'un certain côté, elles ne sont plus aux clients, vu que ce sont des données que nous, on récupère, qui sont complètement, entre guillemets, tombées malheureusement dans le domaine public. Donc, je n'ai pas de problématique par rapport à ça. Donc, je mets le nom du domaine. Alors là, ça va être un peu plus long, parce qu'aujourd'hui, la base de CTI, je ne sais plus combien il y a d'entrées dedans, mais c'est des millions et des millions. Donc, ça met un peu de temps à aller chercher l'information. Et vous allez voir que j'ai fait un top 10, je crois. Voilà. Je suis parti chez le client, je dis, voilà, vous avez ces 10 collaborateurs-là. Les adresses, elles ont leaké. Alors en plus, on a les dates, on a les sources, donc on sait lui dire à quelle date, quand, pourquoi, dans quoi. Donc là, c'était voilà, en 25 janvier de cette année. Donc ça, c'est la même chose. Un clic, c'est fait. Je ne sais pas s'il me reste un peu de temps ou pas. Alors celle-ci, vous allez voir toute la puissance en fait du tooling et le fait de dire qu'on n'est justement pas intégré dans notre outil, mais qu'on est capable de parler avec les autres. Je disais tout à l'heure, à travers Gaia, vous prenez le Swagger de votre API, vous la shootez et puis c'est analysé automatiquement. Là, vous allez voir toute la force de l'approche. C'est que j'ai pris, alors on est toujours sur notre NDR ici, hein, c'est toujours la partie détection, investigation, on est sur un Kibana avec des informations assez poussées. Et ce jour-là, on était sur une détection d'une activité Cobalt-Strike. Alors vous voyez, hein, il y a les dates ici, celles-ci sont véridiques, c'est-à-dire qu'on était déjà en décembre l'année dernière. Et c'est ce qu'on faisait déjà. Donc, en fait, cette détection, qu'est-ce qui s'est passé? On a chargé la partie Swagger de Fortinet, qui était donc le firewall en place. On l'a juste chargé, upload, analysé, configuré, avec nos droits d'accès sur le firewall. Et puis, en fait, par rapport à ce flux-là, en fait, on va carrément demander à Gaia, je ne sais pas si vous avez vu, on dit bloque-moi ce flux, ou bloque-moi cette adresse IP-là. Et en fait, le firewall va se mettre directement à jour. C'est-à-dire que c'est Gaia, finalement, qui a donné une consigne, sous couvert, et à la demande de l'utilisateur, qui a demandé de bloquer le flux de l'autre côté. Et puis, on va voir qu'on va le faire à l'inverse. On va revenir à une situation normale. Est-ce que tu peux me débloquer l'adresse IP? Et il va vous débloquer l'adresse IP. Et le dernier, qui est pour moi aussi important, ça va être un peu la même approche. Et pour nous, elle est cruciale aujourd'hui, hein, cette approche de mise en place des tools. Parce que je vous disais, il y a plein d'outils cyber. À chaque fois, et là, pour le coup, peu de gens nous croient. Et il y a eu tout un passage historique de côté cyber sur l'orchestration de la réponse, avec des outils qu'on appelait les sorts. Ça a été pour moi la course à l'échalote parce qu'on a essayé de faire des plugins, des intégrations natives et puis c'était à celui qu'on avait le plus qui était le premier, etc. Là, en fait, nous, on n'en parle même plus. Hein. On prend le Swagger, vous nous dites je travaille avec tel partenaire, Swagger, ok, boum, réglé. Et c'est quasi instantané. Nous, on s'autorise, et je pense à juste titre, à minima de prendre une journée de test pour s'assurer que les commandes elles passent bien. Et fournir un service de qualité à travers Gaia, mais ni plus ni moins. On n'a pas de jour de dev en tant que tel pour interpréter et comprendre le Swagger. C'est 100% automatique.
La seule, peut-être si, la seule vraie problématique sont les limitations que les LLM en face public, notamment dans le cas présent, nous mettent. Nous, notre Swagger côté NDR, on est à je sais plus, 380 requêtes, je crois, endpoint. On ne peut pas faire la requête vers le LLM public avec les 300 requêtes. Donc en fait, on a fait un système qui permet justement de sélectionner. J'ai d'autres vidéos où en fait on voit que je ne sélectionne pas l'intégralité de endpoint API que je veux activer. Je laisse complètement ouvert. Et en fait, la réponse de Gaia, elle est là, mais elle est très limitée. Elle me dit juste, ah, tiens, fais appel à ce, Swagger, enfin, à ce endpoint de ton Swagger. Je l'active et là, boum, elle me fait l'action. Donc il y a vraiment une importance à ça, c'est pas anodin. Notamment, nous, dans le monde cyber, quand on va vouloir avoir une vraie réponse globale et qu'on va devoir multiplier ces applications-là. Et le dernier, que moi j'aime bien, et qui est complémentaire au firewall, c'est que cette fois, je ne vais pas aller agir sur le firewall, je vais aller carrément agir sur le poste de l'utilisateur. Alors un EDR, c'est un Endpoint Detection and Response. C'est vraiment, je veux dire, certains disent l'antivirus amélioré. Moi, j'aime pas trop ça parce que ça va bien plus, ça fait bien plus qu'un antivirus. Mais c'est un agent qui est installé sur un poste, qui monitore ce qui se passe sur votre poste, tout ce que vous y faites globalement. Et bien là, je vais faire la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai pris une autre menace, cette fois qu'il y a un beaconing, c'est-à-dire que cette machine qui est Windows, en fait, elle communique sous forme, entre guillemets, d'un keep alive avec un serveur de contrôle d'un attaquant. Je sais qu'elle est infectée, parce que mon NDR le détecte. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Alors, si vous n'avez pas Gaia, soit vous avez une procédure, alors appeler un tel, prévenir un tel, faire ceci, faire cela. Ben là, finalement, à travers Gaia, vous allez voir que... Alors, les images d'avant, c'était juste pour vous montrer que l'EDR, il est bien actif, hein, l'outil qui s'appelle SentinelOne est bien actif sur la machine. J'ai juste lancé en fait, un ping de la machine vers Internet pour être sûr et vous prouver qu'elle communique bien avec Internet, et je veux bien avoir une action, je veux dire, ferme et définitive dessus. Et donc je vais lui demander tout simplement à mon EDR de le bloquer. Alors il y a un temps de latence, c'est là où c'est toujours la question, pourquoi c'est pas immédiat ton truc? Le temps de latence ne vient pas forcément de chez nous, parce que là du coup, il faut bien voir qu'on travaille vraiment sur un écosystème et sur une intégration bout en bout transparente pour l'utilisateur. Ce qu'on vient de faire, c'est globalement de dire à Gaia, bloque-moi ce endpoint. Le endpoint, il faut qu'on pense quand même qu'il est côté client. Côté client, on ne sait pas où il est, hein. Il peut être en situation de mobilité, dans un bâtiment, etc. Et puis, le SentinelOne, c'est une solution qui est aujourd'hui SaaS. Donc en fait, Gaia va discuter avec le SaaS de SentinelOne, et c'est SentinelOne, sur la base de ses mécaniques à lui, qui va lancer le blocage du endpoint. Et vous voyez qu'ici, déjà, il y a un décalage entre ce que vous dit l'agent, comme quoi c'est bloqué, versus mon ping qui montre que ça a été bloqué déjà bien avant. Donc voilà, aujourd'hui ça c'est totalement fonctionnel. Voilà, vous avez les dates, hein, 2023, c'est des choses qu'on fait, qu'on utilise assez fréquemment, et qui font que finalement, moi le ressenti et les premiers retours que j'ai, c'est que par rapport à des interfaces qui sont hyper compliquées, sur lesquelles il y a une masse d'informations, nous... Metadata, je vous dis, on fournit tout, on laisse la donnée brute pour que l'analyste, l'expert puisse vraiment rentrer dans le sujet et aller faire de l'analyse même forensique, c'est-à-dire proactive, aller chercher des choses qui n'ont même pas été détectées. Et là, avec cet outil-là, les utilisateurs nous disent, mais en fait, globalement, je passe finalement plus de temps sur Gaia, parce que j'ai un truc avec lequel qui est spécialisé sans être réellement spécialisé, parce qu'en fait, nous on le fournit presque brut de décoffrage, mais par le système d'orchestration, de contextualisation de l'orchestration de la segmentation, chaque entreprise et chaque utilisateur va finalement pouvoir en faire ce qu'ils veulent. Et là-dessus, c'est en ça où je vais un peu à l'encontre de ce qu'on disait tout à l'heure sur l'intégration d'un GenAI Assistant dans un produit. On a pris le contre-pied depuis le début, et puis finalement, j'ai envie de dire que l'histoire est en train de nous donner raison, parce qu'on est complètement agnostique de la technologie qui est en face, que le client utilise Gaia et pas forcément nos solutions de CTI, pas forcément nos solutions de NDR. Moi, je ne vais pas dire que ça me choquera pas, j'aimerais bien qu'il utilise mes solutions, mais en tant que tel, il aura le même résultat, parce qu'il va pouvoir participer à cet enrichissement.
Voilà ce que j'avais à vous présenter sur les avancées notamment de Gaia côté Gatewatcher. Et j'espère vous avoir convaincu que 2032 ou 2028, 2028 pour Gartner ou 2032, je pense qu'ils se plantent. Ils ne vont pas m'aimer quand je vais les rencontrer, mais je pense qu'ils se plantent parce qu'on est en train de prouver qu'on peut aller bien plus vite que ça, en fait. Et pas que grâce à nous, je pense qu'il y a aussi tout un travail qui est fait derrière, qu'on utilise, qu'on exploite, notamment tout ce qui va être voilà, les LLM, les SLM, etc. Tout ça, voilà, on est utilisateur, intégrateur dans une optique cyber. Voilà pour ma part. Je ne sais pas s'il y a des questions. Une question sur, vous disiez à un moment que les données privées, vous aviez besoin de faire des recherches sur le domaine public, donc Internet, quoi, et que les données étaient donc nettoyées des données vraiment privées pour pouvoir faire cette recherche-là. Ouais. Là, il y a un travail d'isoler les parties. Comment ça se passe concrètement? C'est l'outil qui fait lui-même, c'est automatique, il y a une partie manuelle. Alors c'est automatique. Ouais. Là-dessus, on peut mettre quelqu'un derrière. En fait, il y a une partie filtrage sémantique qu'on est en train de finaliser là-dessus. Ouais. Okay. Tu peux donner un exemple? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'imaginent pas qu'une prompt peut être contextualisée à une entreprise où il y a des informations assez sensibles qui passent dans une prompt. La plupart des gens le voient dans le modèle, mais le comprennent peut-être un peu moins bien dans le moment où tu l'input en fait, dans le modèle. Ouais, alors le plus... Je veux dire, le plus logique que j'ai pu voir et qui nous touche de près, nous dans la cyber, c'est le fameux... Voilà, je ne sais pas ce que veut dire cette signature. Bon, c'est qu'une signature, ok, sauf qu'en fait, la notion de signature, elle peut être propre à votre SOC. Et là, vous l'avez envoyé chez ChatGPT pour pouvoir la comprendre. Je vous avouerai moi perso, j'ai pas attendu d'avoir des LLM pour me rendre compte que Microsoft, voilà. Il y a eu des choses, et j'en parlerai peut-être en off, bien fun là-dessus. Mais ça va être la notion de vraiment c'est pas uniquement, si vous voulez, la propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'il faut bien être conscient qu'à un moment donné, quand on travaille dans une entreprise, il y a ce qu'on va aller capter comme information publique, les articles, les informations, les réglementations et tout ça. Bah oui, c'est du public. Vous allez chercher la norme ISO, vous avez la norme ISO, vous avez le PDF, très bien. Mais la manière dont il est appliqué dans votre entreprise, déjà, c'est de l'ordre de l'entreprise. Qui ici n'a pas signé un papier en entrant dans l'entreprise? Lorsque je la quitterai, je rendrai mon PC et les informations que j'ai créées dans l'entreprise sont propriété de l'entreprise. On a plus ou moins tous signé ce genre de papier-là. Est-ce qu'on le respecte? Ça, c'est une autre histoire. Mais la réalité, elle est là quand même. Et nous, c'est bien ça qu'on veut arriver à maintenir et même aller encore plus loin sur cette notion de données privées. C'est-à-dire que nous, il y en a potentiellement, et vous le verrez, c'est toujours la blague chez nous, même en interne, on a des habilitations ou des gens qui ont le droit d'en connaître. Sur un même sujet, je peux avoir à ma droite et à ma gauche des gens qui n'ont pas le droit d'en connaître. Zéro trust. Je ne réponds pas forcément à toutes les questions. C'est une habitude que nous, on a dans nos métiers, mais d'un certain côté, c'est vraiment ça le reflet de cette contextualisation privée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que vous êtes certain que cette information-là, quand vous l'envoyez vers un LLM ou vers un traitement externe, on parle de LLM, mais c'est même potentiellement autre chose, hein. Ça peut être l'envoyer à un partenaire, est-ce que ce partenaire a le droit d'en connaître, sur cette information-là, le droit d'ouvrir le paquet et de lire ce qu'il y a dedans? Nous, c'est dans notre ADN et c'est pour ça qu'on l'a pensé en fait dès le début. Et c'est vrai que c'est crucial parce que c'est une information, aujourd'hui, l'adoption des assistants, je suis sûr qu'on utilise tous, même honnêtement, même moi, je vais vous donner un exemple très concret. C'est moi qui en charge la relation avec Gartner chez Gatewatcher. Tous les documents que je vais chercher chez Gartner, ils sont tous marqués. Il y a tous mon nom dedans. Il y a mon nom dans tous les documents, watermarking. Je peux vous garantir que je n'utiliserai que Gaia. ChatGPT, même pas de la vie, je vais me demander à ChatGPT de me faire une synthèse de ce document-là. Il y a mon nom dans le document, non? En fait, il est propriété de Gatewatcher en mon nom. Voilà.
ça restera dans mon nom. Et Gaia permet de garder cette sérénité pour un employeur, que ses utilisateurs, ses collaborateurs utilisent Gaia comme il faut, et que chacun des utilisateurs ait aussi cette garantie de l'intégrité de l'information qu'il traite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une petite question parce que tu as mentionné que vous utilisiez quand même OpenAI derrière Ouais. pour les modèles. Est-ce que vous avez imaginé à un moment ou à un autre vous dire, en fait, vu les demandes aussi importantes d'un point de vue sécurité, d'un point de vue anonymisation que tu es en train de mentionner, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une place quelque part de vous dire, peut-être qu'on mettrait en place plutôt notre modèle, qu'on allait pre-train ou fine-tuner un modèle open source, mais sur nos requêtes? C'est une direction que vous avez imaginée de ce côté? Alors je vais dire même pas, parce qu'on a beaucoup plus l'habitude de travailler sur cette notion une nouvelle fois, de segmentation de l'information. C'est beaucoup plus naturel pour nous et on a cru très rapidement le point qui était bloquant en fait dans le travail de cette segmentation pour aller très honnêtement le public et le semi-privé, ça se gère assez facilement. La vraie question, c'était sur la partie privée. C'était comment on peut arriver à mettre en place et à coordonner finalement différents LLM qui vont être publics, OpenAI, Claude, etc., avec un LLM qui, lui, sera local pour aller travailler avec les données qui sont privées. Et en fait, on a fait le pari très très tôt de se dire que les LLM, c'est très bien, c'est de la masse, et il y a quelque chose qui va arriver après, qui seront les SLM. Et je pense que ce qui est en train de se passer nous donne raison. Sachant que pour vous donner un ordre d'idée, nous les SLM qu'on est en train de faire tourner pour faire fonctionner la partie privée, on est sur du Raspberry Pi. On veut que ça soit zéro, enfin quasiment à coût zéro pour les clients pour aller implémenter ces trucs-là, pour potentiellement se dire quasiment un SLM par utilisateur. Parce qu'on a aussi d'autres problématiques de confidentialité et de déplacement des personnes qui ont utilisé Gaia. Mais c'est quelque chose qui est parfaitement possible. Donc pour te répondre, on a vite fait le choix d'OpenAI parce que c'était le LLM qui évoluait le plus rapidement possible. Et c'était facile pour nous d'interagir avec eux. Après, de dire fine-tuner nos modèles, en fait, on a le premier pari peut-être qu'on a fait, et une nouvelle fois, on a un peu gagné là-dessus, mais je pense qu'on a été très nombreux à le faire, c'est sur toute l'avancée qui était autour du RAG et tout ça, qui nous permettait de créer cette contextualisation et sur lequel on avait plus de valeur intrinsèque. Et aussi, fait important, je pense, c'est que l'approche de Gaia aussi nous déresponsabilise de la notion de l'authentification ou des autorisations des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on ne voulait absolument pas être responsable de cette autorisation-là, parce que les gestions des accès, les autorisations, etc., dans une entreprise, c'est déjà en place. Ça existe déjà. On voulait plutôt aller s'appuyer dessus, que l'entreprise garde la main sur cette gestion-là et pas venir en rajouter une couche, en fait. Donc tout cela faisant fait qu'aujourd'hui, alors il n'est pas dit qu'on n'aille pas pour la partie SLM ou locale réfléchir à faire du fine-tuning, mais je pense qu'on n'aura pas forcément de grosses plus-values là-dessus. Et même la question qu'on est en train de se poser, je pense, par rapport au SLM, c'est de se dire, c'est plus de dire on sélectionne le bon. Est-ce qu'on en prend un généraliste? Est-ce qu'on en prend un spécialisé? Pourquoi je dis ça? C'est que nous, on l'a connu avec le NDR, c'est que, comme je vous dis, on est dans des environnements critiques. Donc nos solutions, globalement, on fait un paquet. Je veux dire, on est des livreurs pizza. On fait le paquet, il est envoyé. Et une fois que la solution est déployée, on n'a plus du tout la main dessus. Et là, ça va un peu se passer la même chose sur les SLM. Et le fait de dire on n'a plus du tout la main sur l'équipement, ça implique des problématiques de mise à jour, etc. Donc, de se dire on prend un SLM certainement un peu plus généraliste, mais on met le paquet sur la capacité de gérer, de traiter sa contextualisation d'un point de vue privé, pour l'instant, j'ai envie de dire, nous donne plus de perspectives positives, plus d'avantages que d'inconvénients. Oui. Une question peut-être un peu béotien sur le sujet, mais ça peut faire un ragaison assez vite si on sera sur le front. Ouais. Est-ce qu'il y a un certain niveau d'accréditation pour pouvoir pousser? Parce qu'il suffit que je fasse une faute d'orthographe, que je tape un peu trop vite, je fasse du fast finger et je me retrouve à éteindre ou détruire tout un tas de machines de manière très efficace dans ce système. Est-ce qu'il est prévu quand même des garde-fous
pour empêcher des actions. Ouais. Parce que ça très bien, c'est un PC, je l'arrête, c'est ce que je voulais, mais si je me rate et enlève-moi tous les PC, s'il te plaît. Alors, C'est pas ça que j'ai dit. eh ben, il y a plein de réponses. Je vais essayer de... Enfin, il y a une question et en fait, quand on va tirer, il y en a plein qu'on s'est déjà posé et je vais apporter les réponses. Effectivement, on a vu que je pouvais désactiver, enfin isoler du réseau une machine. Je me trompe dans le prompt, je me trompe d'adresse IP, bam, je passe. Voilà. Alors, déjà par rapport à ça, la première des réponses, c'est que nous, dans la cyber, sans humain, il n'y a pas de cyber. Donc déjà, l'humain a son rôle 100% à jouer là-dedans, et son premier rôle à travers Gaia, c'est de taper le bon prompt. Ensuite, première des choses à prendre en considération là-dedans, c'est que avant de me connecter sur Gaia, je m'authentifie. Donc quand je lance la commande, kill moi cette machine, bah, je sais qui l'a killé en fait. Je sais qui a fait cette fausse manip. Ça, c'est la remédiation. C'est la remédiation. Mais par rapport à ça, si je tire la ficelle, c'est est-ce que la personne qui lance le prompt n'a pas été compromise? Je vais encore un cran avant, ou l'insider, comme on dit chez nous, si la personne s'est déjà fait compromettre, c'est le zéro trust ou la défense en profondeur. Normalement, enfin, j'espère en tout cas que vous auriez dû l'avoir avant. Parce que si le mec il s'est fait avoir son PC, c'est cette multiplicité de solutions de défense qui doit permettre justement d'éviter que l'utilisateur en tant que tel, qui a des comptes sur Gaia, puisse se faire avoir. Après, nous, il y a deux mécaniques derrière qu'on a. Alors, la première, c'est le fameux filtre sémantique dont je parlais tout à l'heure. C'est d'éviter notamment tout ce qui va être usage ou perversité, moi j'aime bien le dire comme ça, du LLM qu'on va utiliser à travers le prompt. Donc ça, on est en train de travailler sur cette notion de filtre sémantique pour aller jusqu'à l'anonymisation, mais aussi protéger d'injection dans le prompt. Et puis, le deuxième volet, il est aussi sur l'autorisation. On réfléchit notamment par rapport à certaines actions, un peu potentiellement sur le modèle du MFA. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? C'est des choses qui sont possibles. Et après, une nouvelle fois, je disais tout à l'heure, je montrais Paul, je montrais Dom. Bah, c'est la même chose dans la gestion des outils, des tools qu'on va pouvoir utiliser. Les tools vont utiliser les droits de Paul et de Dom. Ce n'est pas les droits que Gaia aura, c'est vraiment les droits de Paul et de Dom. Donc déjà, si Paul n'a pas les mêmes droits que Dom, ils ne pourront pas faire potentiellement la même chose. Et puis, même au-delà et je ne l'ai pas forcément montré, mais quand on va déclarer et uploader un Swagger dans Gaia sur une machine en particulier, alors ça peut être alors je vais prendre l'exemple du firewall, c'est celui qui est le plus parlant dans ce cas-là, potentiellement je vais devoir le faire 2 fois. Et si je le fais 2 fois, pourquoi? Parce que je vais le faire une première fois sur mon Swagger de mon firewall de Core Network, et puis potentiellement une deuxième fois pour agir sur mon Swagger, sur mon firewall de mon headquarter ou de ma succursale en Italie. Voilà. Et rien qu'avec ça, finalement, l'action déjà va être limitée on va pouvoir limiter en fait l'action sur le périmètre sur lequel l'utilisateur, une fois de plus, je renvoie à l'utilisateur, hein, c'est que cette notion vraiment de contextualisation et de segmentation, elle est par rapport à la donnée, mais on l'a aussi vu par rapport à l'utilisateur. Et en fait, c'est l'utilisateur, et nous, on ne veut pas du tout être responsable, une nouvelle fois, des autorisations, des droits qu'ont les utilisateurs de le faire. Par contre, effectivement, voilà, la dernière réponse, ça sera le filtre sémantique qu'on va vouloir mettre sur la partie prompting pour éviter que ça parte un peu trop, parce qu'effectivement, on donne beaucoup d'autorisations. Et il y a même d'autres éléments, alors je ne les ai pas encore screenés, ceux-là, sur des vidéos, mais directement sur l'analyste prend une alerte, est-ce que tu peux m'aider sur cette alerte-là? Et dans le prompt, en fait, on donne les recommandations, on donne les actions. Voulez-vous? Oui, non. L'utilisateur n'a plus qu'à créer sur oui, non, et puis en fait, on a directement aller chercher les informations, et puis on agit sur la machine. Donc, il y a copier-coller potentiellement, et encore de l'alerte dans le prompt. Aide-moi. Et un clic pour remédier. Voilà. Donc, on est vraiment dans cette notion d'éducation, parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on peut aller chercher, et cette notion de réponse, d'action sur la partie cyber, quoi. Oui. Est-ce que vous mettez une limite sur
ce bot et la liberté qu'il aurait pour faire des tâches. Donc, par exemple, lui dire, si tu vois des CVE passer, fais en sorte de les fixer toi-même. Et le fait que l'humain, tu disais que l'humain était la clé, mais est-ce que c'est des vraies limites qui Alors, sont présentes ou vous imaginez un futur de planification finalement? Alors en fait, on veut pas. Alors pour ça, on a un autre outil chez nous qui pourrait le faire, mais au-delà même de changer d'outil, nous ce qu'on observe, c'est qu'on a les deux cas de figure existent. C'est-à-dire qu'on a des clients face à nous qui nous disent, et je parlais du manque de ressources, et des manques de budget de temps en temps aussi, mais c'est de dire, j'ai pas d'équipe le samedi et le dimanche. Qu'est-ce qui se passe le samedi et le dimanche? C'est l'enfoiré qui vient essayer de vous défoncer. Généralement. Et nous, on a des clients qui, le samedi et le dimanche, sur cette fenêtre de tir-là, viennent nous dire j'ai pas d'équipe, je veux pas réfléchir, je rentre, comme tu le disais, sur un mécanisme qui est 100% automatique. Et oui, la partie Gaia pourrait aider, mais on n'a même pas besoin, j'ai envie de dire, aujourd'hui de Gaia pour faire ça. Et samedi, dimanche, telle alerte, tel endpoint, tu me le déconnectes. Sous-entendu, je arriverai le lundi au boulot, je vais me prendre toute la volée de PC que j'ai déconnecté le samedi et le dimanche, mais je préfère ça plutôt que de me faire avoir. On a une partie de clients, d'activité de clients qui fonctionne comme ça. Après, je vais appliquer la règle des 80-20, mais les 80 sont quand même plus de dire je ne donnerai jamais 100% la main à une intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, même à notre outil dit réflexe, qui est un outil d'orchestration de réponse. Même là, à chaque fois, ils nous disent non, je veux qu'il y ait un acknowledge, donc un acquittement de l'action avant qu'elle soit menée sur un firewall, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, parce que ça peut vite devenir Armageddon, pour reprendre le terme, mais ça peut, voilà, les actions, c'est vrai qu'en cyber, on tranche assez vite dans le vif, dans les réponses. On a plutôt en termes de remédiation, on a plutôt une tendance à aller à circonscrire et à isoler l'attaquant, quitte à ce qu'il fasse encore potentiellement ou son truc soit toujours présent, ses payloads soient toujours présentes sur la machine, on va chercher à les circonscrire. Pas une question de gagner du temps, mais potentiellement dans certaines activités, c'est pour voir ce qu'il y fait, pour apprendre sur ses méthodes, etc. Et puis c'est surtout qu'après, il y a l'objectif, c'est de savoir par où il est rentré pour pas qu'il revienne. Parce que si c'est pour le faire sortir du PC de madame ou de monsieur qui est à l'autre bout de la planète, mais qu'il est rentré par la fenêtre qui se trouve en France, etc., ça n'a pas de sens. Donc l'action radicale, moi j'y crois pas forcément. Et il y a beaucoup de réflexion et beaucoup d'humains nécessaires derrière. C'est pour ça que je parlais des SOC que j'admire, parce que c'est intellectuellement impressionnant ce qui est fait dans ces équipes-là. Oui, j'avais une deuxième question. Pour continuer sur le sujet de la qualité, ouais. Comment est-ce que vous gérez, du coup, parce que tu as quand même bien évoqué, peut-être que les clients ils veulent que les réponses soient toujours pertinentes, et que, mais comment vous arrivez à faire ça avec des délais qui, par définition, ne sont pas prédictibles, avec des vrais risques d'hallucination dans le temps, sans avoir des évolutions de modèles? Comment vous êtes sûr de ne pas avoir des faux positifs à gérer, du coup, si vous voulez, mais surtout qu'on passe à côté de vrais positifs? Alors, et globalement, même j'en sais rien, par exemple, vous dit aussi, bon, il y a la Camargue Maison, mais aussi qui dit c'est bon, j'ai fait l'action, et qu'en fait, il n'a pas du tout fait l'action, et qu'il n'y ait pas un contrôle, quelle confiance on peut gérer pour le fait qu'on ait confiance ou pas en gagnant. Ouais. Alors, c'est cette notion de trust, et moi, j'aime bien l'aborder, parce qu'elle est indispensable. Alors, j'ai répondu déjà un peu en partie tout à l'heure avec cette notion de télémétrie. C'est-à-dire de voir un petit peu on va pouvoir voir quels sont les mots, quelles sont les associations de mots qui sont les plus utilisées. Et au regard de ça, on est en train de mettre en place aussi tous les indicateurs qualitatifs qui vont aller avec ça. De savoir si l'action elle a bien été menée. C'est exactement ce que tu disais. Hein, est-ce qu'elle a bien été menée? On a le système, de savoir si la réponse elle va bien ou elle va pas bien. Nous, on l'a assez vite mis en place aussi rien que pour nous, parce que ça nous permettait justement, intrinsèquement pour nous, de voir si c'était qualitatif. Deuxième élément, et là-dessus, je pense que c'est une problématique pour tout le monde, on s'en est rendu compte, nous les premiers, quand on a voulu charger le RAG avec nos documents. Typiquement, là, moi je suis en train de faire l'exercice sur notre Swagger, et je ne dis pas que je peine, mais c'est indispensable. C'est-à-dire qu'en fait, les documents ou l'information qu'on a chargée dans le RAG sont trop légers. Il y en a trop peu finalement pour arriver à être optimum en fait, en termes sur certaines questions. En fait, on voit tout de suite que c'est pas que Gaia parte en vrille, c'est que comme on est sur nos propres produits, si tu veux, on sait jusqu'où elle pourrait aller. Alors, en fait, à un moment donné, on finit nous-mêmes par être frustrés. On se dit, mais pourquoi tu n'as pas fait ça?
pourquoi tu n'étais pas allé chercher ce endpoint API? Et en fait, en regardant comment on a chargé les éléments, on comprend assez vite pourquoi finalement elle n'a pas réussi à aller le chercher. Et c'est de notre faute parce que la qualité de l'information n'était pas suffisante en fait pour faire ça. Après, sur le volet hallucination, effectivement, sur la partie qualitative des LLM un peu publics, j'ai aucun souci à dire qu'on parle avec OpenAI, enfin on travaille avec OpenAI aujourd'hui et qu'on parle avec OpenAI comme n'importe quel autre en fait finalement. Donc une nouvelle fois, on ne va pas prendre la responsabilité de ces choses-là. On va, voilà, le temps que possible, arriver à essayer de qualifier ou en tout cas de noter, je vais dire ça comme ça, c'est la qualité des réponses. Après, sur le volet, l'action elle a été menée ou elle n'a pas été bien menée, en fait, dans le thread, alors, je ne l'ai pas forcément montré, mais par rapport au tool, en fait, vous avez, quand vous faites un thread de prompt, quand vous allez dans la partie gestion des outils, en fait, vous voyez toutes les commandes qui sont lancées depuis Gaia vers l'extérieur. Donc, nous, on garantit que la commande, elle est bien partie. Maintenant que, sur mon exemple, Sentinel-1, qui est encore à l'écran, ça soit bien passé ou ça soit pas bien passé, j'ai envie de dire, je ne suis pas pour grand-chose, quoi. La seule chose, c'est que si on prend l'usage, notamment du blocage du endpoint qui potentiellement serait mal passé, bah, si le endpoint il sonne toujours, moi je le verrai toujours sonner. Hein. Donc l'analyste, il va voir encore une alerte arriver et puis il va devoir de nouveau la traiter, Donc c'est un vrai sujet, hein, parce que c'est la responsabilité, c'est jusqu'où nous on est responsable de l'action, etc. Donc c'est un vrai sujet. Hein. Oui. Oui, tout à fait. Ouais. Est marqué ou pas? D'ailleurs, c'est la première. D'ailleurs, techniquement, avant d'aller, j'ai montré ça avec une IP, mais en fait, Gaia, en fait, avant d'aller directement sur le device, va demander par rapport à telle IP, va demander au SaaS, donne-moi l'ID de l'agent. Donc pour être sûr que je suis bien en train de taper le bon, enfin en tout cas de bloquer le bon, quoi. Donc ça paraît simple comme ça, mais il y a un enchaînement d'actions qui sont derrière, et c'est pour ça que je disais, nous au niveau du tool management qu'on a mis en place, on donne accès à l'intégralité des actions qui sont menées. Comme ça, au moins, l'analyste, l'utilisateur de Gaia, peut savoir ce qui a été lancé depuis Gaia, vers qui, et potentiellement peut aussi aller chercher sur son IDR derrière pour contrôler, quoi. Et après, comme tu disais, c'est vrai qu'on a les retours, on sait si globalement, on sait si déjà si Sentinel-1, ou en tout cas la contrepartie, le tiers répond. Et après, la vraie question, c'est assure-moi, garantis-moi, c'est combien c'est ceinture, bretelles, montgolfière, et puis combien de fois on check qu'on a bien fait le job, la discrétion de chacun. Voilà. Tac. Merci beaucoup, en tout cas.